qu'apportait et qu'apporte encore l'idéologie anarchiste au combat contre les discriminations, comme le sexisme, l'homophobie ou le racisme. Dans la mesure où on accepte, je pense que c'est raisonnable, que l'anarchisme est profondément motivé par une volonté d'identifier les formes d'autorité, discriminer celles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas, et abattre celles qui sont illégitimes. Il y a presque un a priori favorable à la contestation des formes d'autorité légitimes puis des discriminations illégitimes chez l'anarchiste. Je pense que c'est ce qu'on a vu historiquement. Par exemple, moi j'aime beaucoup une femme anarchiste que j'ai essayé de faire redécouvrir qui s'appelle Voltairine de Cleyre. Voltairine de Cleyre est morte en 1912, elle était née en 1866. Vous allez lire ses textes et vous trouvez des positions féministes radicales chez elle. Et c'est étonnant de lire ça au 19e siècle, si vous voulez. Pourquoi? C'est parce qu'elle est particulièrement sensible, elle a encore une fois cette sensibilité anarchiste aux formes de discrimination illégitime. Elle les reconnaît, elle les combat. Elle a des textes très forts sur elle, sur le mariage, sur la condition des femmes, sur des textes d'une grande actualité sur la condition féminine, sur la violence faite aux femmes. C'est nourri, je pense, par cette conviction anarchiste qu'il y a des formes illégitimes d'oppression, de domination, de discrimination, qu'il faut les combattre. Ça, c'est la première chose que les anarchistes sont apportés à ça. La deuxième, je pense qu'il faudrait être un petit peu, entre guillemets, hegelien là-dessus. C'est-à-dire qu'on est conscient, les anarchistes sont conscients que c'est, excusez l'anglicisme, mais un work in progress, tout ça. C'est-à-dire qu'on reconnaît en ce moment des formes d'autorité légitime que nos grands-parents ont été incapables de reconnaître, malgré toute leur bonne volonté, puis malgré toutes les qualités qu'on veut leur prêter. Alors, on découvrira encore de nouvelles formes d'anarchisme. Si vous voulez mon opinion la plus sincère là-dessus, je pense que le rapport qu'on entretient avec les animaux, en ce moment, on est dans une période historique probablement où dans 100 ans, si on est encore là, puis on n'a pas trop déconné, l'espèce humaine, on dira voilà, ça c'était le moment historique où il s'agissait de faire le choix, et certains l'ont fait, certains ont repéré ça. Encore là, vous m'avez parlé tantôt d'homophobie, de conditions des femmes, de racisme, je rajouterais la question animale, et il y a beaucoup d'anarchistes en ce moment qui sont extrêmement préoccupés par ça. J'ai un ami américain, Brian Dominic, qui parle de véganarchisme, liant le végétarisme à l'anarchisme. J'ai parfois le sentiment, je peux me tromper là-dessus, c'est pas une certitude, là, mais moi j'ai parfois le sentiment qu'on en est à propos du végétarisme et de l'élevage industriel des animaux et du traitement qu'on fait aux animaux en général dans nos sociétés. On est probablement proche de la situation qu'on connaissait aux États-Unis lorsque des voix de plus en plus puissantes s'élevaient contre l'esclavage. Donc voilà les grandes idées que je pense vraies sur le rapport de l'anarchisme avec la discrimination. Ok, bon, on va poursuivre sur la question, pas forcément liée au bien-être animal, mais enfin plus largement, quoi. Comment se positionner l'anarchisme sur la question écologique? Est-ce qu'il y avait des anarchistes écologiques C'est assez frappant quand on regarde l'histoire de l'anarchisme. J'en ai parlé dans quelques textes aussi, de voir que certains d'entre eux, pas un grand nombre, mais certains d'entre eux étaient des géographes. Hein, certains d'entre eux, Kropotkin, Reclus, etc. Il y avait un certain nombre de géographes chez eux, et qui dit géographie dit un certain rapport avec la nature, avec l'environnement. Et on trouve vraiment, je ne pense pas, comme on dit au Québec, tirer la couverture de mon côté, là, ça va en mettre trop là, dans ce que je vais avancer. Mais on trouve vraiment chez eux un grand nombre d'auteurs qui avaient une profonde sensibilité pour ce qu'on appellera ensuite la cause environnementale ou le rapport à la nature. Reclus a écrit de très très beaux textes, un ruisseau, des choses comme ça, de la montagne, je sais peut-être mal les titres, mais enfin il y avait cette sensibilité-là. Même chose chez Kropotkin. Alors, je rappelle que Kropotkin, à l'époque où le darwinisme social se développe, Kropotkin c'est quelqu'un qui va réagir à tout ça par ses connaissances de la nature en invoquant forme d'altruisme et d'entraide au sein de la nature. Donc il y avait une préparation d'une réflexion sur la nature, sur l'écologie chez les anarchistes, les précurseurs d'anarchistes. Évidemment, on est très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de problématiques. Le problème se pose de manière particulièrement aiguë aujourd'hui, mais c'était déjà présent chez les anarchistes. Maintenant, l'auteur qui, pour moi, a pensé ces questions-là au 20e siècle s'appelle Murray Bookchin. Bookchin a essayé de développer, vous connaissez peut-être, Murray Bookchin, il est décédé il y a peut-être une dizaine d'années, mais avec Chomsky, c'est le plus célèbre anarchiste américain, Murray Bookchin. Et Bookchin est quelqu'un qui reprend une idée qui est présente dans l'anarchisme classique, à savoir que notre rapport à la nature
prolonge, traduit, reproduit le rapport que nous entretenons les uns avec les autres dans le type de société dans lequel nous vivons. Alors nous entretenons les uns avec les autres des rapports de domination, et ça prépare, prolonge, accompagne, reproduit le rapport de domination qu'on entretient aussi avec la nature. Bookchin part de là, et il essaie de dessiner un rapport de l'anarchisme à l'écologie qui essaie d'éviter deux choses. Ça m'a toujours paru extrêmement sensé, ça m'a paru plus sensé encore maintenant. Bookchin est mort il y a une dizaine d'années, je vous dirais à peu près, peut-être un peu plus, mais Bookchin disait qu'il faut éviter deux choses. D'abord, c'est le simple environnementalisme. Alors, ce qui dirait, dans notre société, il faut nous adapter à l'environnement pour lui faire le moins de mal possible, le prendre en compte, et ainsi de suite. Et Bookchin soutenait que dans le cadre des institutions économiques dans lesquelles nous vivons, c'est impossible. Alors, ce sera toujours un leurre, ça. Et d'autre part, il s'opposait à ce qui était présent à l'époque où il écrit ces thèses-là, c'est-à-dire l'écologie profonde, profondément anti-humaniste, anti-siècle des Lumières, anti-rationaliste. Alors l'écart entre les deux, il essayait de dessiner une forme d'écologisme ou d'écologie libertaire ou anarchiste. Et ce qu'il a développé, Bookchin, dans cette perspective-là, c'est l'idée qu'on peut parvenir à ça en s'emparant des villes. Il développait une sorte de municipalisme libertaire, pas une sorte de, c'est le nom qu'il a employé, disant que c'était à petite échelle qu'il fallait commencer par réaliser ce projet-là. Sans inspirer les gens, ça me paraît une idée riche et intéressante, mais je crois profondément, voyez-vous, que ces intuitions que les anarchistes classiques avaient, puis que Bookchin a reprises, aujourd'hui nous sautent aux yeux comme étant extrêmement justes et importantes. Je pense par exemple au réchauffement climatique anthropique. Alors quand on fait face à ce problème-là, on se rend compte que les institutions économiques dans lesquelles nous vivons nous empêchent de sérieusement réagir à ça. Ce qui est à peu près, d'une certaine façon, extraordinairement cinglé. Alors vous avez des gens qui prennent des décisions qui garantissent que leurs arrière-petits-enfants ne pourront pas vivre une vie humaine, descendre sur une planète encore habitable correctement. Les institutions économiques dans lesquelles nous vivons contraignent à ça. Et en ce moment, on le voit très bien au Canada et au Québec, si vous me permettez. Il y a un projet au Canada de prendre du pétrole des sables bitumineux. Soit dit en passant, on refuse au Canada, nos institutions politiques refusent de prendre en compte les gaz à effet de serre dans le déploiement de ces politiques. Ce qui est absolument cinglé aussi, qui donne entièrement raison à Bookchin quand il dit que le simple environnementaliste, dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, interdit de réellement prendre en compte des préoccupations écologiques qu'on devrait prendre en compte. Donc il y a un projet en ce moment de pipeline, d'oléoduc qui partirait de l'Alberta, qui passerait à travers le Québec. Malgré les oppositions des citoyens, les gouvernements se renvoient la balle et aucun des deux ne veut prendre en compte l'émission des gaz à effet de serre, ce qui est absolument délirant. Et les impératifs économiques ont toujours préséance sur les préoccupations environnementales. Donc je pense que les intuitions de Bookchin et des autres étaient relativement, même pas mal justes sur cette question-là. Je trouve que c'est tellement vrai ce que Bookchin et plusieurs autres disaient, c'est que il y a même un nom en économie pour désigner notre impossibilité de prendre en compte les effets de nos pratiques économiques sur l'environnement. Ça s'appelle les externalités négatives. Alors, si vous lisez même un traité extrêmement favorable à l'économie de marché, il y a toujours une section où on parle des défaillances du marché. Une des défaillances du marché, c'est les externalités. Par externalité, on entend des effets sur des tiers parties d'un contrat et de ses résultantes entre deux parties données. Vous connaissez peut-être cette idée-là. Alors, vous et moi passons un contrat, le contrat est passé, les prix sont fixés dans l'échange, mais ce contrat-là a des effets sur un tiers parti. Ces effets-là s'appellent des externalités. Certaines sont positives. Si vous et moi, on s'entend pour que je mette de la lumière sur la route où vous habitez, l'éclairage dont bénéficient les autres personnes est une externalité positive. Mais si vous et moi, on détermine le prix du tapis que vous allez me vendre, des tapis que vous allez me vendre parce que je suis un acheteur de tapis, et que dans le prix, vous utilisez une certaine colle que vous déversez dans la rivière, ça c'est de la pollution, c'est une externalité négative dont tout le monde va souffrir, et les gens qui prennent de l'eau dans la rivière, qui ont de l'eau polluée maintenant, reçoivent une externalité négative. Et la phrase est connue, mais un économiste dit que le réchauffement climatique anthropique, c'est la pire des externalités négatives à laquelle on peut penser.